Mesdames, messieurs, hiboux, chouettes et autres êtres nocturnes, bienvenue dans La Chouette a dit, la capsule du podcast Plein Phare. Alors dans la série « À la découverte de ma belle Dijon », comme le chanterait si bien notre ami Yves Janet, aujourd'hui je vous emmène place d'Arcy. Alors vous venez en voiture. Et pour m'accompagner dans cette balade sonore et historique, j'ai rejoint Laurent Cessin, qui est le directeur de la valorisation du patrimoine de la ville de Dijon et également directeur du 1204, le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Et nous allons parler, Laurent, de beaucoup de choses que peut-être les auditeurs ignorent. Et nous sommes aujourd'hui donc sur cette place d'Arcy, la place d'Arcy qui a de la bouteille. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Alors, avant de parler de cette place où nous nous trouvons, est-ce que tu peux dire quelques mots pour présenter le 1204 qui est à la Cité de la Gastronomie à Dijon ? Oui, tout à fait. Donc le 1204, c'est le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Dijon. Donc c'est un lieu qui raconte les un peu plus de 2000 ans d'histoire que compte désormais Dijon. Donc d'hier vraiment à aujourd'hui, avec plein de manières de le découvrir. Mais néanmoins, c'est un lieu d'exposition. Donc avec des expositions aussi temporaires. C'est un lieu d'exposition mais qui est complété, qui fait partie d'un ensemble de choses qu'on fait au sein de ma direction justement, au sein de laquelle nous sommes 6. On met en place plein de choses toute l'année pour valoriser justement le patrimoine de Dijon, que ce soit des visites, notamment pour les habitantes et les habitants prioritairement, avec des programmes renouvelés tous les 6 mois. On édite des brochures pour découvrir la ville sous différents aspects, différentes thématiques. On accueille beaucoup de scolaires aussi pour sensibiliser les enfants, le jeune public au sens large à leur ville, à ce qui les entoure. Et puis de temps en temps aussi on fait des podcasts comme aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui avec La Chouette a dit, on va valoriser notamment, si besoin est, cette place d'Arcy. Et pour ceux qui ne connaissent pas, quand on est place d'Arcy, il y a quelque chose qui nous saute aux yeux, c'est cette arche qui est en plein milieu, toute seule au milieu de la place. On dirait presque qu'on a oublié le reste du monument à la livraison, en fait. C'est vrai que c'est l'impression que ça peut donner. Pourtant, à la livraison, il y avait quelque chose d'un peu complet, si je puis dire, parce qu'en fait, cette porte Guillaume, puisque c'est son nom, n'est pas un arc de triomphe au sens propre du terme, comme les arcs de triomphe dans l'Antiquité, ou même plus proche de nous, géographiquement et même dans le temps, l'arc de triomphe de la place de l'Étoile à Paris. Non, c'est vraiment une porte. Et c'était une porte de ville, une porte pour entrer et sortir de Dijon. Donc il faut imaginer que de part et d'autre de cette arche, il y avait des murs. Des remparts. Oui, des remparts, voilà, exactement. C'était l'enceinte, le rempart de la ville de Dijon qui venait se coller dessus. Et donc c'était une entrée, une sortie de cette ville de Dijon en fait pendant plusieurs siècles. Et donc qui dit porte, il y avait véritablement des portes, parce qu'aujourd'hui on la traverse sans problème, mais il y avait des portes qui clôturaient l'accès. Exactement, il y avait des portes qui permettaient de fermer notamment la ville la nuit pour la protéger. Pour la protéger des éléments extérieurs. Et donc c'était surveillé. Pendant longtemps, il y a eu des tours de garde. Les bourgeois de la ville avaient cette mission de surveiller la ville. Et donc ils surveillaient les portes qui sont des points sensibles, naturellement. Et pourquoi elle est plantée là, en plein milieu ? C'était l'entrée de la ville ? Alors effectivement, c'était tout à fait, c'était l'une des entrées de la ville. Alors selon les époques, il y en a eu plus ou moins des entrées. Il faut se dire par exemple que si on prend l'enceinte médiévale, donc celle qui a été construite entre le XIIe et le XIVe siècle et qui a demeuré jusqu'au XIXe siècle, ce mur autour du centre-ville, du centre historique actuel, c'est quand même pendant tous ces siècles, a existé. Et donc cette porte Guillaume était l'une des 5 portes à la Révolution française. Il y en avait 5 à la Révolution française, mais il y en a eu jusqu'à 10 quelques siècles plus tôt. Était l'une de ces portes. Voilà. Alors, il m'a semblé voir, parce que tu parles de la porte Guillaume, mais il me semblait voir aussi la porte Condé. C'est une autre porte ? Alors non. Alors ça, c'est la même porte, mais qui a changé de nom, d'une certaine manière.
pour reprendre un peu le fil de l'histoire, donc là je remonte au XIVe siècle. L'enceinte urbaine du Moyen-Âge de Dijon est terminée, est construite. Donc, comme je disais, les contours du centre historique actuel. Et à cette époque, on a une porte qui existe déjà à cet emplacement. Donc une porte défensive, type médiéval, avec des tours rondes, voilà, un peu comme à l'entrée des châteaux forts, d'une certaine manière. Et donc ces tours rondes vont exister jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, tout de même. Et pendant cette période, elle va s'appeler la porte Guillaume. Ensuite, dans les années 1780, cette porte Guillaume va être détruite et remplacée par finalement la porte actuelle. Donc avec cette architecture plus néoclassique, moins défensive, puisque le danger, en tout cas de la frontière du Royaume de France, était éloigné, donc il n'y avait plus besoin d'avoir des portes aussi défensives. On va construire cette nouvelle porte qui va prendre le nom de porte Condé. Alors j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas un arc de triomphe, mais quand même cette porte, elle est à la gloire d'une famille que sont les Condés, puisque les princes de Condé ont été gouverneurs de la province de Bourgogne de 1650 environ jusqu'à la Révolution française. Donc c'est une famille qui a beaucoup marqué l'histoire de la ville sous plein d'aspects, et donc qu'on élève 150 ans après leur arrivée au pouvoir, si j'ose dire localement, qu'on élève cette porte à leur gloire, bon, c'était presque tout naturel et tout indiqué, et donc c'est ce que l'on a fait. Sauf qu'en 1789, il se passe un événement qui est la Révolution française, et dans les années qui suivent. Et bon, toutes les traces de l'Ancien Régime, bon, c'est plus super quand même, on va bien le dire à cette époque, en tout cas pas très accepté. Et bien on va lui redonner son nom de porte Guillaume, qu'elle avait porté avant, et en fait elle le garde jusqu'à aujourd'hui. Donc finalement le nom de porte Condé a été donné que pendant 3 à 4 ans. Donc c'est extrêmement court. Oui, c'était temporaire. Exactement, c'était temporaire. Et je passe souvent, pour tout vous dire, place d'Arcy, et je passe souvent sous cette arche, et je regarde souvent les bas-reliefs. Tu peux nous en parler? Qu'est-ce qu'ils représentent? Alors oui, effectivement, ces bas-reliefs, si on lève les yeux, ils décorent très subtilement le monument, et ils sont directement liés justement aux Condé, à la famille Condé que je citais précédemment. Donc quand on regarde côté place, donc côté extérieur de la ville, donc vers la gare d'une certaine manière et vers le jardin d'Arcy, on a deux bas-reliefs. Donc il y en a un qui représente un génie qui présente un document à Minerve, donc un petit personnage présente un document à Minerve, déesse de la sagesse, de l'intelligence. Et on a également un génie qui présente à la Bourgogne les armes des Condé, donc les armoiries de la maison Condé. Et côté ville, cette fois-ci, côté actuelle rue de la Liberté, eh bien, on a deux autres bas-reliefs. On en a un qui est l'allégorie de la ville de Dijon, donc une femme avec une chouette à côté. Alors c'est pas lié. C'est pas la chouette à dit, c'était pas en l'honneur du podcast La Chouette à dit. Pas encore. Qui sait, pas encore. Pas encore. Mais en tout cas, cette chouette, elle est surtout symbole de sagesse dans la mythologie. Donc c'est pour ça qu'elle est associée à cette personne qui incarne Dijon. Et de l'autre côté, on a la muse de l'histoire, voilà, en train justement de décrire les hauts faits. Et on voit un peu plus bas, si on baisse un peu les yeux, on voit une plaque en l'honneur de Thomas Jefferson, président des États-Unis. Qu'est-ce qu'il fait là, Thomas Jefferson? Alors en fait, Thomas Jefferson, avant d'être le troisième président des États-Unis au début du 19e siècle, a été ambassadeur des États-Unis en France. Et donc il a fait un voyage en Bourgogne et il est passé à Dijon en 1787. Et donc cette plaque commémore ce passage, finalement cette venue, autant que l'amitié franco-américaine au fil des décennies et des siècles presque maintenant. D'accord, alors maintenant pour les auditeurs, on peut leur dire que la prochaine fois qu'ils passent au pied de la porte Guillaume, ex-porte Condé, oui. Eh bien vous pourrez comprendre ce que l'on y voit sur cette belle porte qui est au cœur de cette place. Et quand on regarde autour de soi, on peut faire le tour, on a du mal à imaginer quand même qu'avant c'était la porte de la ville avec des remparts. Raconte-nous, si tu le peux, comment cette porte s'est transformée, parce que c'est vrai qu'on regarde autour de nous, c'est évidemment une vraie place avec ses immeubles, ses cafés,
café, son cinéma, ses hôtels. J'ai même lu, en parlant de l'hôtel, je ne sais pas si c'est une vérité, que l'hôtel de la Cloche, que tout le monde connaît ici dans la région, il était au niveau de cette place d'Arcy. Oui, c'est ça, il était au niveau de cette porte, il a toujours été dans les environs depuis l'époque moderne. Il y avait cet hôtel de la Cloche, et en fait il a été reconstruit, si j'ose dire. En tout cas, un nouvel établissement a été construit dans les années 1880 à son emplacement actuel. Puis ça a été transformé, agrandi jusqu'à aujourd'hui. Mais cet hôtel existe déjà, l'hôtel de la Cloche, avant le 19e siècle. Et l'ambiance à l'époque, là on a les tramways qui passent. À l'époque, c'était les omnibus, les cafés. C'était, on peut dire, un peu la croisette dijonnaise, cette place d'Arcy. C'est vrai qu'au XIXe siècle, tu parlais tout à l'heure de la transformation de la place, justement, pourquoi cette porte est là aujourd'hui. Elle va être, c'est une chance en fait que cette porte soit encore conservée, parce qu'en fait il y en avait d'autres et aujourd'hui on ne les a plus. Et le fait qu'elle soit conservée, c'est une chance parce qu'on a bouleversé véritablement cet espace de la ville par une grande opération de transformation urbaine. Et c'est vrai que dans les années 1880, quand la place dans sa physionomie actuelle prend forme avec ces immeubles, ce très beaux immeubles que l'on voit autour de nous, eh bien, c'est plutôt un quartier chic, un quartier couru, un nouveau quartier, en fait, véritablement sorti du centre-ville, symbole de l'ouverture, de l'extension de la ville, de l'agrandissement de la ville et de sa prospérité. Et donc finalement, on a effectivement des cafés qui sont à ces endroits-là, mais il manque quand même la mer, pour le côté croisette, on va pas se mentir. L'eau a toujours été un problème quand même à Dijon, mais ça, on en reparlera certainement. Mais en tout cas, le fait est qu'en plus de ce nouveau quartier, ce beau nouveau quartier, il y a aussi la gare qui s'installe à 2 pas. Voilà, exactement, à 2 pas, dans les années 1850. Et c'est d'ailleurs l'arrivée de ce chemin de fer et de cette gare de chemin de fer qui va dynamiser ce quartier et transformer véritablement cette place finalement d'un lieu de passage ancien, puisque c'était une entrée et une sortie de ville, donc c'est un lieu de passage ancien. Il y avait plusieurs routes qui convergeaient à cet endroit, des routes vers Paris mais par des chemins différents. Mais l'arrivée du chemin de fer à cet endroit va créer de nouveaux flux de passagers, de marchandises aussi, et donc va permettre de requalifier cette place, de lui donner une fière allure, si j'ose dire, à cette époque, en fait, particulièrement dans les années 1880, quand elle prend sa physionomie actuelle. Et justement, tu parlais de flux des Dijonnais. Le tramway, lui, je crois qu'il avait disparu dans les années 60. Exactement. Mais il est revenu en 2012. Oui. C'est bien pour les dates, c'est bon. Exactement ça. On peut dire que Dijon, c'est un peu un couple qui se sépare et qui finit par se remettre ensemble après 50 ans. Oui, souvent, on voit quand même que dans l'histoire, il y a des choses qui bougent, qui bougent, il y a des choses qui partent, d'autres qui reviennent, d'autres qui ne reviennent jamais. Mais voilà, c'est l'évolution des sociétés, l'évolution des mœurs. Et l'histoire du tramway, c'est exactement ça. C'est la ville de Dijon qui renoue avec son ancien tramway. Mais il faut se dire que, outre le tramway urbain électrique qui passait place d'Arcy, il y avait aussi les chemins de fer départementaux. Donc jusque au milieu, un peu avant le milieu du XXe siècle, on avait des trains à vapeur qui circulaient, qui passaient place d'Arcy. On a des photographies qui existent et qui permettaient à partir de Dijon de relier des villes secondaires, je mets des guillemets parce que il ne faut pas du tout y voir malice dans ce que je dis, mais des villes secondaires du département. C'est pour ça qu'on les appelait les chemins de fer départementaux. Et donc c'était vraiment un lieu de croisement de plein de modes de transport. Il y avait le tramway urbain, les chemins de fer départementaux, l'automobile qui va arriver aussi à un moment donné, peu à peu, les piétons, les voitures hippomobiles. Enfin voilà, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de passage comme ça l'a toujours été. Et ce que l'on remarque au niveau architecture, si on fait un tour à 360 degrés, on regarde ces magnifiques immeubles et on a vraiment le sentiment qu'ils se ressemblent tous. Ils sont tous du même style. Alors, est-ce que c'était voulu? Est-ce que la ville a imposé un peu un style, on peut dire haussmannien, je dirais, pour que tout soit aussi harmonieux aujourd'hui?
Alors exactement, je pense qu'on ne peut pas mieux dire que ce que tu viens de dire. La ville a imposé effectivement une certaine approche architecturale au moment où la place est pleinement aménagée, donc dans les années 1880. Effectivement, dans les années 1880, on va certainement en parler après, il y a le jardin d'Arcy, qui est structurant sur cette place aussi, en tout cas qui est en communication directe, qui sort de terre, si je puis dire. Et là, c'est au même moment qu'on se dit il faut urbaniser pleinement cette place qui restait une place un peu une place ouverte en fait, d'une certaine manière, encore presque rurale, en tout cas de faubourg. Et donc là, on l'urbanise et la ville va vendre des terrains et va avec l'obligation de construire pour les acquéreurs dans les 3 ans, et avec quelques règles d'architecture, notamment sur les hauteurs, les matériaux, le style. Et c'est pour ça qu'on a finalement pour la plupart des immeubles une vraie régularité, une vraie homogénéité dans les styles, parce qu'il y a eu cette volonté initiale de réglementer l'urbanisme, comme on le fait encore aujourd'hui avec les plans locaux d'urbanisme. C'est un peu cette démarche qu'il y a à l'époque. Donc on va vers ça et ça donne ce résultat très haussmannien, puisque évidemment on est quelques années après les grands travaux du baron Haussmann à Paris qui marquent naturellement les esprits et qui, par la dimension monumentale, très esthétique de cette architecture, va s'imposer un peu, se diffuser en France. Et à Dijon, on saisit cette occasion pour donner ce visage à cette place d'Arcy, cette nouvelle place d'Arcy. Alors si tu veux bien, on va prendre la direction des jardins d'Arcy, mais juste sur notre gauche, il y a une fontaine. Je dois avouer que quand il fait très chaud, on a presque envie de se rafraîchir avec. Aujourd'hui, on va peut-être éviter de se tremper dans cette eau. C'est quoi l'origine de cette fontaine ? Alors cette fontaine, en fait, elle a été inaugurée dans les années 1900. En fait, c'est une commande de la ville de Dijon qui a été faite à l'artiste Max Blondat. Donc c'est la fontaine qu'on appelle Jeunesse. Jeunesse, c'est son titre. Et effectivement, elle est très, très remarquable par ces 3 enfants qui sont perchés au sommet et qui regardent des grenouilles à leurs pieds avec beaucoup de malice, avec rigolade. Donc il y a cette réponse entre l'homme et la nature d'une certaine manière qui s'exprime ici. Et donc l'artiste Max Blondat à cet endroit en fait reproduit cette œuvre jeunesse pour en faire une fontaine pour Dijon. Mais ce n'est toutefois pas la seule. Puisque en fait, cette fontaine qu'on trouve à Dijon, on peut la trouver dans plusieurs villes du monde, puisque c'est un modèle qui a été... la même. Oui, la même, oui, exactement, qui a été décliné dans plusieurs villes du monde entier. D'accord, mais par contre, on peut préciser quand même à nos auditeurs dijonnais qu'il est inutile de boire un verre d'eau de cette fontaine, on ne gagnera pas 10 ans. Non, a priori, non. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, exactement. Bon, si tu veux bien, on va aller vers le jardin d'Arcy, ce magnifique jardin. On pourrait consacrer un podcast de la Chouette à Die entier sur les jardins d'Arcy, mais on va quand même en dire quelques mots. Quand est-ce qu'on peut dire que l'ours blanc est arrivé à l'entrée de ce jardin ? Alors l'ours blanc qui nous accueille dans le jardin d'Arcy, il est arrivé ici en 1937. En tout cas, il a été inauguré en 1937. Et c'est une œuvre qui a été commandée en hommage à François Pompon, donc l'artiste né à Saulieu, connu pour son ours blanc justement, dont il s'agit en fait ici d'une reproduction. Donc c'est une copie de l'ours de François Pompon, mais ce n'est pas l'ours de François Pompon en tant que tel, puisque l'artiste qui l'a réalisé, c'est Henri Martinet, l'un de ses élèves, qui rend aussi hommage ici à son maître.
Mais Pompon n'est pas complètement absent, François Pompon, puisqu'il y a un petit, tu le vois devant, au pied de l'ours, un médaillon représentant le sculpteur, bien reconnaissable justement par sa barbe. Magnifique sa barbe. Magnifique barbe, magnifique barbe, on peut le dire. On peut. Mais heureusement, parce que j'étais persuadé que c'était une œuvre de Pompon au départ, mais vous avez mis des plaques permettant aux touristes, aux Dijonnais, curieux de l'architecture, curieux des monuments, d'avoir toute une information. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Bah, là, on en voit une. Il y a une petite plaque grise qui est au pied du monument qui rétablit un peu la justesse, que souvent on parle de l'ours Pompon. C'est pas complètement juste quand on est un peu puriste comme nous. Bien sûr, c'est l'ours de François Pompon qui est reproduit, mais néanmoins, ce n'est pas lui qui l'a réalisé. Et donc, on rend aussi à son auteur et au talent de son auteur la paternité de cette œuvre. Et c'est un ours qui est très connu, peut-être un peu moins que Balou. Peut-être un petit peu, c'est peut-être mais le Balou dijonnais. Peut-être le Balou dijonnais, voilà. Est-ce que ce jardin, c'était le premier jardin public de Dijon? Alors en tout cas, c'est le premier jardin qui a été conçu comme tel. C'est-à-dire qu'il a été imaginé pour être un jardin public. Il y avait déjà eu des jardins ouverts au public à Dijon avant. C'est le cas, je ne vais pas faire une très longue parenthèse, bien qu'on pourrait en dire beaucoup, le parc de la Colombière, qui au XVIIe siècle était d'abord un jardin privé, créé par un membre de la famille Condé. Tiens, on en a parlé tout à l'heure. Exactement. Et donc, il y a eu la volonté d'ouvrir ce jardin en fait aux Dijonnais Dijonnaises pour la promenade. Et donc, en fait, il y avait cet embryon de jardin public, mais ça restait à la base vraiment un jardin privé. Et c'est pour ça que le cours du parc a été créé pour relier la ville à ce parc un peu éloigné du centre historique à l'époque. Je ferme la parenthèse. Le jardin d'Arcy, lui, est une création faite pour être un jardin public réellement. Et ça, c'est toute la différence. Et c'est effectivement la première fois à Dijon que cela arrive dans les années 1880. Et donc on peut imaginer, en fermant un peu les yeux, au XIXe siècle, de voir les enfants, les petits Dijonnais jouer dans ce parc. C'est vrai que il faut faire appel à l'imagination, mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir imaginer toutes ces générations qui ont pu s'amuser dans ce parc. Bah oui, et puis c'était un parc très fréquenté. Il y avait, comme je disais, c'était un beau quartier, ce nouveau quartier d'Arcy. Donc il faut imaginer des nourrices, des domestiques qui promenaient les enfants, aussi des couples de cette bourgeoisie locale qui empruntaient les allées de ce jardin couru, qui bénéficiaient de ces ombrages et qui bénéficiaient aussi de l'eau. L'une des grandes caractéristiques, et ce jardin est l'affirmation de l'hygiène, de la maîtrise de l'eau, en fait, à la fin 19e siècle, début 20e siècle, à un moment où ces notions vraiment s'imposent finalement peu à peu dans la société. Et ce jardin en est l'expression, l'agrément public, l'hygiène publique, et ça, on est vraiment dans cette pure expression de ces principes à cet endroit. Mais justement, tu parles d'hygiène, et quand on gravit les marches, on arrive à un lieu très, très, très symbolique, le fameux réservoir d'Arcy qui domine ce jardin d'Arcy. Je crois que c'était une des premières villes en Europe de bénéficier d'un tel système. C'était une véritable ingénierie impressionnante. Ah bah exactement, on est en 1840 quand le réservoir d'Arcy est inauguré et permet l'alimentation en eau potable de Dijon. Alors c'est vrai que, comme je le disais brièvement tout à l'heure, Dijon a toujours eu une grande problématique sur l'eau en fait. Même s'il y avait l'Ouche, le Suzon, le Renne, il n'y a pas de grand fleuve, de grande rivière à Dijon, ce qui est le cas quand même de beaucoup de grandes villes, on va dire, un peu équivalentes, même plus petites et plus grandes que Dijon. Chalon-sur-Saône, tu vas à Lyon, tu vas à Nancy, enfin voilà, il y a quand même des fleuves véritablement qui coulent à ces endroits, même à Besançon, pour prendre un exemple proche de nous aussi. C'est pas le cas à Dijon. Alors ça n'a pas empêché à la ville de se développer, de prospérer bien entendu, mais ce problème de l'eau, et notamment de l'eau potable, a toujours été très complexe, et il y avait vraiment un problème d'hygiène publique, de salubrité en fait dès la fin du XVIIIe siècle sur cette question. Et donc il y a eu pas beaucoup d'études qui ont été faites,
Et Henri Darcy, donc un polytechnicien, va avoir l'idée d'aller chercher l'eau en dehors de Dijon, notamment en amont de Messigny, à la source du Rosoir, à une dizaine de kilomètres, et utiliser finalement de manière assez simple, alors je le dis avec beaucoup d'humilité parce que je ne suis pas ingénieur naturellement hydraulicien, mais la pente du terrain, aller chercher non seulement une source suffisante avec un débit suffisamment important, et utiliser la pente naturelle pour amener un débit d'eau suffisant à Dijon dans ce réservoir. À son inauguration, c'est quand même de l'ordre de 7000 litres par minute qui arrive, donc ce qui est quand même considérable, et qui fait de Dijon la deuxième ville la mieux fournie en eau après Rome, en termes de débit par habitant. Je crois que c'est de l'ordre de 240 mètres cubes par jour et par habitant, ce qui est considérable. Alors, ça sera vite insuffisant parce que la population, à partir des années 1850, en 50 ans, va doubler, pour ainsi dire. Donc évidemment, le nombre de cubages par personne va se réduire et on va aller chercher d'autres sources à nouveau. Et il faut bien dire aussi que ce réservoir d'eau potable n'alimente pas nos robinets comme aujourd'hui à l'époque. Ça alimente un réseau de 142 bornes fontaines réparties dans toute la ville. Et là encore, on utilise la pente, la déclivité naturelle du terrain pour distribuer dans les différents coins de la ville. Et d'ailleurs, cette pente, on la voit bien, elle a été utilisée dans la conception du jardin. On a vraiment ce point haut, le réservoir d'Arcy, et quand si on se retourne, on voit la place, on est quand même plus bas. Il y a cette magnifique chute d'eau avec ce décor néo-renaissance au milieu qui nous donne cette vision justement de comment un architecte et des sculpteurs utilisent cette pente pour magnifier finalement l'espace. Et je ne sais pas si c'est une légende publique, mais j'ai entendu dire qu'il ne s'était pas fait payer pour ses travaux. Non, exactement, il a refusé d'être payé parce qu'il avait eu une bourse pour ses études, et donc il a refusé. Et donc en fait assez rapidement après l'inauguration du réservoir, il va y avoir la création d'un buste sur le monument, un buste d'Henri Darcy, je le précise quand même, pour rappeler cette mémoire et l'investissement, l'engagement incroyable de cet homme pour la salubrité publique de Dijon. Un ingénieur bénévole, ça ne court pas les rues quand même. Non, moi, je suis sûr qu'on peut encore en trouver, mais là c'était quand même des travaux considérables. Et alors sur ce réservoir, il sert toujours bien sûr, et j'ai entendu parler d'une eau verte qui arroserait les espaces du tramway. Oui, exactement, il y a des récupérations d'eau qui sont toujours faites et qui permettent en effet d'arroser tous les espaces verts, tous les voies du tramway qui sont pour la plupart effectivement mis en pelouse, avec aussi des espaces arborés à certains endroits. Mais c'est effectivement l'usage actuel du réservoir. Il est toujours en eau et une fois par an il est vidangé, souvent vers la fin de l'année. Et des visites sont organisées pour visiter ce réservoir qui est assez impressionnant. Et il y a même une expérimentation depuis fin 2024. Il y a des bouteilles de vin qui sont mises en conservation, immergées véritablement, pour voir comment ils vieillissent dans des conditions d'immersion en eau de bouteilles de vin. Voilà. Donc il y a des usages anciens qui perdurent et des usages nouveaux qui se font jour. Donc c'est assez intéressant. Et qui sont une découverte, je l'imagine, pour les auditeurs qui sont fidèles à La Chouette a dit. On l'a dit tout à l'heure, on pourrait faire un épisode de La Chouette a dit complet sur ces jardins d'Arcy, mais malheureusement notre balade de la place d'Arcy touche à sa fin. On a vu l'Arche, la place animée d'autrefois, les immeubles haussmanniens, la fontaine de jeunesse, cette fameuse fontaine, le fameux ours blanc, et même donc ce réservoir plein d'eau verte. Je tiens à te remercier Laurent. C'est une sacrée visite que tu nous as offerte et merci évidemment à tous les auditeurs, auditrices de La Chouette a dit. La prochaine fois, on pourrait peut-être déployer notre aile de La Chouette pour aller sur une autre place de Dijon. Qu'est-ce que tu en dis ? On peut se donner rendez-vous le mois prochain ? Je suis tout à fait partant pour poursuivre l'aventure. Et puis avant de nous quitter, je vois juste la porte Guillaume, là-bas au loin. Et petite devinette quand même, parce qu'il me semble qu'on ne l'a pas dit, pourquoi porte Guillaume ?
Est-ce que les auditeurs et auditrices le savent? Ah oui, c'est vrai, on a parlé des origines du nom voilà. Porte Condé, mais la Porte Guillaume, exact. On en a Voilà. pas dit. Je dis 2 mots et ça sera Bien peut-être sûr. le mot de la fin et de transition vers une autre place. En fait, ça tient son nom de Guillaume de Volpiano, qui a été abbé d'une abbaye qui s'appelait l'abbaye Saint-Bénigne. Il y a la Qui cathédrale reste, aujourd'hui ouais. et quelques bâtiments de cette ancienne abbaye. Autour de l'an 1000, il a été abbé, il a réformé d'un point de vue spirituel et architectural l'abbaye. Et en fait, son impact a été si fort que quand on a construit la première porte, on a pris son nom. C'est devenu la porte Guillaume. Voilà, ça vient de là. D'accord. Voilà. En le revoyant, je me suis dit, mais Ben l'évidence oui. n'a même pas été abordée. C'est vrai, c'est vrai. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir à tous.